Justement avec nos invités en écoutant ce que disait aujourd'hui Olivier Dussopt, le ministre, à propos de cette réforme, de ce qu'il peut faire, de s'il y a du grain à moudre, comme dit l'expression sociale consacrée. Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de ramener le système à l'équilibre en 2030. Par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à la campagne de l'élection présidentielle, lorsque le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Bon, les choses sont assez claires. Daniel Simonet pour la France Insoumise, Antoine Armand, bonsoir pour la majorité, député de Haute-Savoie, et puis Hugues Denis qui nous a rejoint, Laurent Neumann. Les choses sont assez claires. Finalement, il faut dégager 18 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030. Donc il y aura peut-être quelques concessions, mais on ne touchera pas aux 64 ans. Alors, je vais peut-être reprendre votre phrase. Non, il ne faut pas récupérer 12 milliards d'euros, 18 milliards d'euros d'économie, puisque le rapport du corps est très clair. Hein. Il n'y a pas de problème de financement des retraites. D'ailleurs, le président du corps a été auditionné par la commission des finances et a réitéré que finalement, le choix du gouvernement est un choix politique. Bon. Par contre, oui, ce qui est clair, c'est que le gouvernement a décidé de voler 2 ans de la vie des Françaises et des Français, des travailleuses et des travailleurs. Mais pourquoi il le fait alors s'il n'y a pas de problème? Ça, je comprends pas, parce que si je suis votre raisonnement, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors pourquoi le gouvernement maintient une réforme qui est impopulaire? Ils sont masochistes, c'est ça? Ben en fait, vous savez, ça fait, depuis 30 ans, 5 réformes sur les retraites, où à chaque fois, les gouvernements successifs, tous d'orientation libérale, disent... de gauche aussi, gauche et droite. C'est pour ça que j'ai bien dit libéraux, tous d'orientation libérale. À chaque fois, c'est il faut sauver le système de retraite, moyennant quoi, ou vous fait les poches, ou bien ou vous fait travailler plus longtemps. Bref. Donc, à chaque fois, que se passe-t-il? On sent bien que c'est une attaque du système de la protection sociale. Et c'est vrai que... Et à quel but? Au niveau... déjà, vous avez des injonctions de l'Union européenne à mettre en place une politique libérale et à revenir sur un certain nombre d'acquis sociaux extrêmement fondamentaux. Par ailleurs, il y a une pression du patronage. Souvenez-vous déjà, depuis les années 90, Kessler, ancien patron du MEDEF, qui disait il faut remettre en cause un à un les acquis du Conseil national de la résistance. Mais même avec l'hypothèse qu'il y aurait un manque d'argent, vous pourriez très bien, quand vous regardez le rapport de l'Oxfam, taxer de 2%, les 42 milliardaires au lieu d'imposer 2 ans de travail en plus à l'ensemble de la population. Puisque cette proposition tourne beaucoup à gauche en ce moment, les écologistes la reprennent, taxer de 2% les milliardaires. Pourquoi les 42 plus les 42 milliardaires. 2%, oui, 2%, les 42 plus grands milliardaires de France. Pourquoi 42 personnes. Un mot de réaction tout de même au propos de Madame Simonet que j'ai bien écouté avec le bingo libéral. Tout ce qui n'est pas communiste est libéral pour vous, mais je suis pas communiste, libéral, moi. Europe, patronat, bref, les grands responsables éternels. Juste un mot. Moi, je pense qu'on peut avoir un débat, le plus serein possible, on l'espère, mais un débat sur le fond. Est-ce qu'on veut ou pas allonger l'âge de départ, l'âge légal? Comment est-ce qu'on fait pour la pénibilité? Par contre, je vous appelle, avec vos collègues, à regarder la vérité en face et à cesser de mentir. Le corps, j'ai eu l'occasion d'écouter à distance l'audition, le corps dit, et le dit dans son rapport, que la part des dépenses dans la richesse nationale ne progresse pas, mais que le solde se déséquilibre. C'est comme si on disait... Certes, vos dépenses sont à peu près les mêmes en proportion de la richesse nationale, mais par contre, vous allez gagner de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité démographique, qui est que notre système, qui est un système de solidarité intergénérationnelle, eh bien, ce système est en déséquilibre. Donc, je crois qu'il faut quand même se mettre d'accord sur on demande toujours plus aux actifs. Parce qu'il y a un déséquilibre démographique. Donc, la question, c'est d'abord de commencer par être d'accord sur une vérité démographique et financière. D'accord, mais ça, de toute façon, vous êtes opposé là-dessus, donc on va pas... Mais simplement on n'a pas un désaccord sur où est le problème au niveau des recettes. Attends, cette proposition de taxer de 2% les milliardaires. On a un système de retraite formidable.
C'est un système de solidarité Vous répondez pas à ma question. mais j'y réponds. Ah, d'accord. C'est un système de solidarité intergénérationnelle qui fait que ce sont les personnes qui cotisent qui permettent de payer les pensions de nos retraités. Et donc ce système, il n'a pas vocation à être éternellement abondé par l'État qui vient combler le déficit. Sinon, il n'est plus équilibré et ce n'est plus le modèle de la sécurité sociale tel qu'il a été construit. Donc bien sûr... Ce modèle, on peut jamais le changer. Mais si on le fait c'est écrit évoluer, dans le marbre. le but, c'est que la solidarité nationale, intergénérationnelle continue à fonctionner. Parce que Mme Borne, tout à l'heure, a dit ce n'est pas parfait, ce qu'on met en place. Elle l'a reconnu elle-même. Mais absolument. La copie n'est pas parfaite. Non, mais évidemment. Donc si c'est pas parfait, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'améliore? Non, mais on fait, je l'espère, ce que Mme Simonet et moi-même ferons dans quelques semaines. On en débat au Parlement et on fait des propositions. Vous sur pouvez faire la proposition, c'est la majorité qui est. Qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple, vous, dans la majorité comme proposition? Je vous dis, à titre personnel, je crois que sur la pénibilité, on a avancé en disant on va, avec les branches professionnelles, c'était une demande de certains syndicats professionnels, on va essayer de faire davantage pour identifier les problématiques. On fait mieux sur le travail de nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, on encadre suffisamment la possibilité de dire tel travail de nuit, et y compris sur les horaires, est suffisamment pénible? Est-ce qu'on le prend suffisamment en compte dans l'âge de la retraite? Ça fait partie des pistes qu'on doit ouvrir, à mon sens. Ces améliorations, est-ce que ça va faire... c'est ce que j'avais vidé les rues, en fait. La question est de savoir, est-ce qu'en améliorant comme ça, à la marge, cette réforme, ça peut faire taire les syndicats qui ont déjà prévu de se mobiliser le 31 janvier? Assurément non, et je recommande au gouvernement de toute façon de ne pas avoir peur de la rue, et je crois que, en tout cas, pour avoir parlé avec quelques-uns de ses membres, c'est pas leur état d'esprit. Ils savent très bien que cette réforme est impopulaire. Même pas peur? Ils savent que cette réforme est impopulaire. Ils ont bien vu les sondages qui montrent que je ne sais plus combien de pourcents, 70% à peu près des Français sont Donc contre. la rue ne compte pas pour eux? La rue, si vous voulez, dans le cadre de la réforme des retraites, vous savez d'avance que par stimuli, évidemment, elle va s'y opposer. C'est comme si vous faisiez une réforme pour augmenter les impôts, entre guillemets. Vous demandez quelque chose de compliqué aux Français. Vous leur demandez de travailler plus longtemps, vous leur demandez d'avoir un temps de loisir moins long. Donc, oui, mais je comprends pas que le gouvernement ne cesse de nous dire qu'elle est juste. Alors si elle était juste, cette réforme, elle est juste, parce que ce que Daniel Simonet ne dit pas, c'est que d'une part, dans le rapport du corps, il y a énormément de commentaires qui sont faits sur ce rapport qui pointent le fait qu'il ne prend pas en compte l'allongement de la durée de vie de manière suffisamment précise, les progrès de la médecine à venir qui font que cet allongement de la durée de vie... des prévisions économiques qui peuvent se tromper aussi. Si vous voulez, le rapport du corps, honnêtement, je ne crois pas que ça soit le point de départ. Le point de départ, c'est en 1950, il y avait 5% de la population française qui était retraitée. Aujourd'hui, il y a un quart de la population française qui est retraitée. À la même époque, il y avait pour 5 cotisants un retraité. Aujourd'hui, les projections pour 2050, c'est 1,2 cotisants pour un retraité. Donc, qu'on le veuille ou non, pour des raisons démographiques, on est obligé d'amender notre système de retraite. Donc finalement, pardon, mais la ponction sur les milliardaires, ça ne suffira pas à long terme. Alors, si, d'abord, la ponction sur les milliardaires, je vois que vous n'y avez pas répondu. Vous avez dit non, mais on ne prend pas dans les caisses de l'État. On disait qu'on devait prendre dans les caisses des milliardaires. Donc ça, vous n'y répondez pas. Non, c'est parce que Deuxièmement, c'est pas soutenable. par contre, vous reconnaissez une chose, sur les milliardaires, c'est qu'il n'y a pas de problème de dépenses, mais éventuellement de recettes. Prenons la question des recettes. Aujourd'hui, si on fait le bilan du nombre d'exonérations de cotisations sociales qui ont été faites en cadeau à des grandes entreprises du CAC 40... Y compris aux petits aussi, parce que les PME et les TPE, ils les ont aussi. Et le développement de l'ubérisation, c'est un manque à gagner. C'est pas uniquement le CAC 40, Madame Simonet. Non, mais je veux dire, le développement de l'ubérisation est un manque à gagner pour les caisses de retraite et de la sécurité sociale, qui est énorme. J'espère qu'on va voir enfin des études qui vont révéler, quand vous avez par exemple des chauffeurs VTC qui la semaine dernière au tribunal arrivaient à obtenir leur requalification en salarié, eh bien ça va être des sommes énormes qui vont retourner dans les caisses de l'État. Vous faites l'égalité salariale femmes-hommes, parce que vous savez que il y a 22% d'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes. Vous faites en sorte qu'il y ait une revalorisation salariale, inégalité de salaire femmes-hommes. Évidemment, c'est pas le problème de valeur actuelle. Non, mais non, je peux vous dire que cette progression-là permettrait de remonter de l'argent. Voilà. Ne coupez pas la parole à une femme, surtout quand elle est seule sur le plateau. Donc l'égalité salariale permettrait aussi de renflouer les caisses de notre système de retraite. Or, tout cela, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. La seule chose qu'il impose, c'est 2 ans de plus. Et ces 2 ans de plus, les femmes vont le payer encore plus durement, parce que nous touchons 40%
en moins sur les pensions, les femmes, par rapport aux hommes. Ouais. Donc c'est une réforme totalement injuste. C'est vrai qu'il y avait un tableau publié ce matin dans Les Échos, qui n'est pas le journal de la France Insoumise, qui démontrait que les femmes étaient quand même plus touchées par cette réforme que les hommes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, c'est que les retraites, le système de retraite et les inégalités qui existent encore, c'est le reflet de la vie active. Donc, vous avez aujourd'hui des inégalités aggravées par l'allongement de la durée. Vous avez des inégalités qui existent aujourd'hui dans la vie active. Vous n'arrêtez pas de dire que vous allez corriger, que cette réforme sera juste. Si, on les corrige progressivement. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on ne change pas le taux de départ, le taux de la fin de la décote à 67 ans, et comme les femmes travaillent davantage, elles seront moins affectées. Deuxièmement, parce que ce sont les femmes qui, malheureusement, encore aujourd'hui, ont des petites retraites, et donc la revalorisation des petites retraites les touchera davantage. Troisièmement, mais c'est au prorata. Oui. Donc donc quand même. Troisièmement, parce que en intégrant les congés d'aidants familiaux qui sont davantage des congés qui concernent les femmes, eh bien ça permettra de réduire. Et quatrièmement, parce que c'est la question des congés parentaux qui sont aussi intégrés dans les retraites. Donc, et là je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure parce que c'est important. La réforme demande des efforts à tous les Français, mais elle est juste dans le sens où elle demande beaucoup moins d'efforts aux personnes qui sont en situation de précarité et qu'elle corrige un certain nombre d'injustices. Alors, Laurent Neumann, on voit bien quand même que le gouvernement veut maintenir l'essentiel, donc les principales revendications des syndicats ne seront pas entendues. Est-ce que c'est pas grave puisque finalement Emmanuel Macron veut y aller, veut aller jusqu'au bout et il va tenir? Non, mais je vais décevoir à la fois ceux qui défendent la réforme comme ceux qui s'y opposent. Le million de personnes ou les 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue jeudi ne sont pas descendues dans la rue pour améliorer les écarts de pension entre les hommes et les femmes, pour améliorer la pénibilité ou la carrière des seniors, ou les carrières longues, ou les carrières hachées. Ils sont descendus pour dire on ne veut pas travailler 2 ans de plus. On ne veut pas les 64 ans. Alors, on ne veut pas les 64 ans et on ne veut pas non plus l'accélération du nombre d'années de cotisation parce que les deux vont ensemble. C'est la prise en étau entre les deux qui rend la réforme extrêmement dure pour des millions de Français. Ça, c'est le premier point. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut l'améliorer, cette réforme. Ça ne changera rien d'ailleurs, à la détermination des syndicats. Je vous signale, c'est à part, mais vous avez entendu Olivier Dussopt tout à l'heure. Il a parlé de l'index des seniors. Oui. L'index des seniors, vous savez ce que c'est? C'est en gros, on dit aux entreprises, dites-nous si vous embauchez correctement des seniors ou pas, si vous les virez ou pas. Et il faut que tout le monde le sache. En gros, on va vous montrer du doigt si vous êtes un mauvais élève. Il y aura peut-être même des sanctions à la clé. Depuis aujourd'hui, il y a des sanctions. Mais des sanctions pas parce que vous avez viré des seniors, pas parce que vous n'avez pas embauché de seniors, ou pas parce que vous n'avez pas assez de seniors dans votre entreprise, juste parce que vous ne l'avez pas dit. Mettez pas vos chiffres. Je veux dire, c'est une blague. Là, pour le coup, pardon, c'est une blague. On pourrait imaginer des tas de mesures pour inciter les entreprises. Oui. Je vais vous en donner une au hasard. Les chefs d'entreprise ne sont pas favorables à tout ça. Non, mais écoutez-moi avant de dire non. Ah bah moi, j'ai rien. Moi, c'est les chefs d'entreprise. Je vous en donne une et je pense qu'ils seraient d'accord. Vous supprimez les cotisations chômage sur les plus de 55 ans. Déjà, vous n'avez plus envie de virer un plus de 55 ans. Attendez. Là, vous dépensez de l'argent. Non, vous ne récoltez pas d'argent. Mais si l'entreprise à 57, 58, 59 se sépare de ce salarié, vous obligez l'entreprise à rembourser toutes les cotisations dont elle a été exonérée. Oui, donc on n'embauchera pas de seniors parce qu'on ne pourra pas les virer. Mais pas du tout, ils sont déjà là. Oui. Alors, non. Au passage, pardon, juste je précise, au passage, je pensais que j'avais inventé une idée, pas du tout, c'est pas une idée que j'ai inventée moi, c'est une idée que défend la Confédération Générale des Cadres, dont personne ne veut. On a fait plein de mesures, pour défendre l'emploi des seniors, elles n'ont jamais marché, sauf celle-là. Sur l'emploi des seniors, sur l'emploi des seniors, il y a un principe et une capacité à le réaliser ou pas. Le principe, c'est que si on allonge le temps de travail, il faut qu'on puisse garantir beaucoup plus aux seniors qui soient formés et qui puissent retrouver un emploi. Soyez d'accord avec moi, pas avec un index senior. Et notre philosophie, c'est une blague. Notre philosophie, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire, et on l'a fait sur le coût du travail, on l'a fait sur d'autres aspects, c'est de commencer par avoir la réalité des chiffres et ensuite, et moi j'y suis favorable, si les chiffres n'arrivent pas premièrement ou deuxièmement ne sont pas satisfaisants au vu de ce que doivent faire les entreprises pour la formation et pour le maintien de l'emploi des seniors, d'aller beaucoup plus loin et de prendre des mesures. Alors permettez-moi juste une chose, vous voyez bien le risque politique que vous prenez. Vous dites sur le travail des seniors, on va y aller lentement, mais en revanche les 2 ans c'est tout de suite.
Non, c'est pas. Alors, premièrement, oui, c'est pas tout de suite. Premièrement, c'est pas tout de suite. C'est jusqu'à 2030. Pardonnez-moi de vous le rappeler. Il y a des retraités qui vont repousser leur date de retraite là au mois de septembre. C'est pas tout de suite. Et deuxièmement, c'est pas lentement, c'est progressivement. D'abord, regardez où on en est sur l'emploi des seniors, dans ce que sont capables de faire les entreprises dans l'année qui vient. Et ensuite, moi, je suis tout à fait favorable à ça. Je vous rejoins. Prendre les mesures qui s'imposent. Alors, je voudrais qu'on aille voir Monsieur Éric Becker, qui est secrétaire général Force ouvrière des transports en charge des remontées mécaniques et des saisonniers, les télésièges, les tire-fesses. Monsieur Becker est avec nous parce qu'il y a une grève à l'horizon là pour le mois de février. Bonsoir, Monsieur Becker. Bonsoir, oui, effectivement, il y a une grève à l'horizon pour le mois de février. Pourquoi ? Pendant les vacances scolaires. Et cette grève, pendant les vacances scolaires, alors on va nous dire, on prend les touristes en otage. Et moi, je vais un petit peu renverser la situation en disant que c'est plutôt les salariés actuellement qui sont pris en otage par des mesures qui ne correspondent pas tout à fait, particulièrement aux saisonniers, qui sont bien évidemment les nouvelles mesures mises en place pour les retraites, mais aussi, et c'est ce qui nous préoccupe particulièrement et qui va faire, je pense que beaucoup plus vont participer à une éventuelle grève au mois de février, c'est le chômage. La mise en application du nouveau système, on va dire, d'obtention de l'allocation chômage perturbe énormément les salariés. Oui, et les deux, mis bout à bout, bien évidemment, font que la mobilisation va, à mon sens, augmenter et que, comme on nous reproche souvent, on va prendre les gens en otage. Et je pense que si on avait été écouté avant, on n'en serait pas là. Éric Becker, quelles seront les conséquences ? Grève des remontées mécaniques, c'est-à-dire que les vacances au ski, ça va être compliqué. Alors, la grève des remontées mécaniques ne veut pas dire la grève sur l'ensemble du mois de février. On envisage pour Force ouvrière de faire ça particulièrement sur la journée de mobilisation interprofessionnelle pour qu'elle ait plus de poids et qu'on puisse à un moment donné être entendu par l'exécutif qui, depuis quand même quelques années, fait un peu la sourde oreille quand il s'agit de saisonniers. Et personnellement, je suis en permanence à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain et ce que les gens vivent dans le cadre de la saisonnalité, et ça devient de plus en plus préoccupant, et on se rend compte qu'il y a bien évidemment une désaffection de tous les métiers saisonniers, qui est visible, puisqu'on trouve de moins en moins de salariés, qui est en parallèle de quelque part, de cette précarisation extrême qui vivent en permanence. Et on a vu pour preuve, effectivement, la mobilisation qu'il y a eu pour contre la réforme des retraites la semaine dernière, et je pense celle qui aura lieu le 31 janvier. Alors, Éric Becker, nous avons un député de la majorité sur le plateau de Haute-Savoie, ça tombe bien. Oui, c'est le député de Haute-Savoie et de Montagne qui va répondre en disant qu'on peut faire mieux sur les saisonniers, à la fois sur l'assurance chômage et puis là sur les retraites, et c'est un sujet que je suivrai, mais je voudrais quand même dire quelque chose à monsieur. Moi, je suis dans un territoire et j'ai l'occasion de voir d'autres territoires de montagne qui sortent exsangues des années de Covid, avec les conséquences que ça a eu sur les remontées mécaniques, et qui sortent exsangues des dernières semaines où on a eu des problèmes d'enneigement. Et contrairement à ce que certains disent, la montagne et les sports d'hiver, c'est pas un sport de riches, c'est d'abord un sport qui fait vivre des territoires entiers. Donc je leur dis, par pitié, n'allez pas décourager les personnes qui vont au sport d'hiver et qui vont faire vivre nos commerçants et nos artisans. Par pitié, arrêtez une politique d'une telle violence sociale, franchement. Attendez, Madame Simonet, regardez la politique que vous avez menée contre les saisonniers à travers la loi assurance chômage. Et là, en allongeant l'âge de départ à la retraite, vous vous rendez compte des personnes qui ont des carrières assurées, c'est honteux. Que Monsieur Becker réponde. Allez-y, Monsieur Becker. Vous venez d'employer un terme qui me va tout à fait, exsangue. Mais exsangue, ce sont les saisonniers qui sont exsangues. Et à un moment donné, on ne peut pas rendre une population exsangue sans qu'elle réagisse. Et malheureusement, c'est pas à faute d'avoir quelque part interpellé plusieurs fois et le ministère de Mme Pénicaud et le ministère de Mme Borne et maintenant le ministère de M. Dussopt pour qu'ils réagissent sur justement la vie d'un saisonnier. Un saisonnier, il a besoin de vivre. Et pour vivre, il lui faut certaines conditions. Et les conditions à l'heure actuelle, malheureusement, elles ne sont pas bonnes pour eux. Et à un moment donné, bien évidemment, ils réagissent. Monsieur Becker, moi je soutiens et je respecte les saisonniers, je respecte votre combat. On va pas faire la discussion là par écran interposé. Rencontrons-nous et faites des propositions. Et moi je soutiendrai si on arrive à avoir des propositions. Je vous dis simplement, essayons collectivement, et je sais à quel point vous êtes attaché au monde de la montagne, que ça ne pénalise pas le monde de la montagne dans une période difficile. Ce qui est intéressant, on voit peu à peu quand même qu'il y a une mobilisation qui se met en place, que le succès de la mobilisation de jeudi
pousse quand même certaines branches professionnelles à se joindre au mouvement. Tugdual Denis, vous dites même pas peur du côté du gouvernement. Oui. Si la France est paralysée en février, ça va être compliqué. Écoutez, honnêtement, c'était prévisible que la mobilisation soit bonne et que... Autant Même nous, on pensait pas que ça serait autant. Le gouvernement, François Fillon a mis plus de monde dans la rue. Écoutez, le gouvernement a fait un pari politique. Moi, je veux dire, je mets pas d'affect là-dedans. Pour eux, la CFDT, cette année, c'était les LR. Ils ont dealé avec les Républicains, qui ont d'ailleurs été moins 10 ans que le gouvernement sur la réforme. D'où le passage de 65 à 64. Passage de 65 à 64, mesures sur la pénibilité. Emmanuel Macron a lui-même été moins 10 ans avec sa propre réforme. Il redistribue un tiers, je suis pas porte-parole du gouvernement, mais il redistribue un tiers des recettes réalisées par la nouvelle réforme pour réinjecter des mesures sociales dans cette réforme. Emmanuel Macron a été élu en 2022, non pas sur un programme crypto-marxiste, mais sur un programme d'assainissement des comptes publics. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Alors s'il commence à reculer là-dessus, c'est à reculer sur cette réforme qui est la seule réforme annoncée et connue d'Emmanuel Macron en 2022. Je veux dire, il n'a pas fait campagne. Le seul truc qu'on savait, c'est qu'il allait réformer les retraites. Alors s'il recule là-dessus, c'est à désespérer de la politique. Juste un mot sur le mode d'action. Clairement, c'est pas la rue qui fera reculer le gouvernement. En revanche, je crois sincèrement que les blocages peuvent être de nature, eux, à faire bouger le gouvernement. Avec les jeunes qui se mettent dans le mouvement aussi. Mais à une condition. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Pour les syndicats notamment, y compris branche par branche, c'est que le mode d'action ne devienne pas impopulaire. Pour le moment, c'est un miracle. Non seulement les gens sont contre la réforme, mais ils sont pour les manifestations, pour les blocages. Oui. Mais les blocages n'ont pas encore commencé. Oui, puis le blocage je prends l'exemple des remontées mécaniques. Il y a deux façons de faire. Ou bien on bloque les remontées mécaniques. Et là, c'est des milliers de touristes qui sont pénalisés et des stations qui vont avec, évidemment, une région qui va avec. On pourrait inverser les rôles et dire, écoutez, puisque c'est comme ça, on fait plus payer les remontées mécaniques, personne n'est lésé, en tout cas pas les touristes peuvent venir, c'est gratuit. Même chose, les coupures, couper un certain nombre de gens de façon ciblée, ça va vite devenir très impopulaire. C'était impopulaire déjà en décembre quand ils avaient coupé. Rétablir le courant à des gens qui ont vu le courant coupé, notamment par des fournisseurs alternatifs, ça pour le coup c'est populaire. Je prends la même chose, la SNCF est en train de réfléchir à des grèves au moment des vacances scolaires. Vous avez vu comment c'était impopulaire pour les vacances de Noël? Là tout à coup... Oui, enfin le gouvernement a cédé. Non, c'est la SNCF qui a cédé. D'accord, les contrôleurs, avec une pression du gouvernement, les contrôleurs ont tenu ce qu'ils voulaient. Eh ben, peut-être que les blocages... En menaçant les vacances. Merci, monsieur Dame. Merci beaucoup. De toute façon, on n'en est qu'au début des discussions. Mme Simonet, vous reviendrez, monsieur le député Armand aussi. Il est temps de retrouver Yves Calvi. Bonsoir.